Alors, Renan Olagnier, B2Bill. Donc, un petit mot de commentaire sur ce qu'on a entendu, l'acquisition, la fidélisation. Finalement, il faut être sur les deux. Ça dépend du moment, ça dépend de la vie entre le retailer et puis ses clients, finalement. C'est ça, en résumé? Alors effectivement, les deux sont essentiels. Nous, B2B, on se situe finalement à la frontière de ces deux mondes. Parce que l'acquisition, c'est effectivement d'arriver à driver quelqu'un en magasin ou sur votre site e-commerce. Pour le fidéliser, il va falloir qu'il y ait un premier acte d'achat. Et nous, on va énormément travailler sur cette étape de la transformation finalement du prospect en client. Et pour cela, juste en quelques mots, pour bien comprendre, B2B, on couvre l'intégralité du cycle de vie d'une transaction, depuis la prise d'ordre sur votre site e-commerce ou au niveau du TPE. On a vu ce matin les gens d'Ingenico qui sont experts de cette partie-là. Nous, on va se situer juste derrière le TPE sur toute la gestion du flux de paiement depuis cette opération jusqu'à la remise Donc toi, sur votre compte bancaire. Au moment où le client paye, et c'est à ce moment-là que toi, tu rentres en jeu. Tout à fait. Et ça, tu le fais pour tous ces clients. Toutes ces enseignes utilisent les solutions B2B. Tout à fait. Et la particularité qu'on a, c'est que on part vraiment des enjeux stratégiques de votre enseigne. On a parlé tout à l'heure d'enseignes qui sont dans des logiques d'acquisition parce que leurs produits ne sont pas des produits forcément d'achat récurrent. Le client va revenir une fois tous les 12 à 18 mois, à l'inverse d'autres enseignes qui, elles, vont être plutôt dans une logique très fidélisante parce que leurs produits nécessitent un réachat permanent. On parlait ce matin d'alimentaire bio. On va mettre en place en face les bonnes solutions, les bonnes mécaniques de paiement qui correspondent à chacune de ces typologies d'utilisateurs. On parlait de one click, on va y venir peut-être un petit peu plus tard. Quand on a une clientèle qui est très fidèle, finalement, pourquoi forcer le client à revenir systématiquement en caisse, payer, sortir sa carte bancaire, saisir son code confidentiel, alors que comme on le disait tout à l'heure, un client fidèle, c'est un client qui vous aime et vous devez l'aimer aussi. L'aimer aussi, c'est probablement lui réduire les moments de pénibilité. Et on sait que le passage en caisse, c'est toujours un moment pénible où on doit décharger son caddie, recharger son caddie. Il n'y a plus de papier dans l'imprimante. Il va falloir attendre quelques instants que l'hôte de caisse ou la caissière fasse le changement du rouleau. Finalement, pour vos clients fidèles, ce moment-là, ça peut être un moment qui peut être pénible, une perte de temps. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qu'on peut mettre en place pour encaisser directement sur la surface de vente ou en mobilité directement. Donc le trait d'union dans tout ça, c'est le parcours omnicanal du client. C'est que tu vas être en contact avec lui sur le site internet, sur son mobile, dans le point de vente, dans le magasin. Alors, comment ça marche tout ça concrètement? Alors, comment ça marche tout ça? On peut peut-être juste revenir au quai de Bulle. Voilà. On a parlé ce matin beaucoup, celle d'après, pardon, du Web to Store avec le click and collect et le pay and collect. La logique, là, c'est vraiment de faire de l'acquisition de trafic et que le consommateur soit sûr de pouvoir trouver son produit finalement lorsqu'il va venir vous rendre visite. Une autre problématique sur laquelle le paiement intervient fortement, c'est le store to web. C'est à l'inverse, le client il est venu vous voir. Malheureusement, la paire de chaussures que vous souhaitez lui vendre, vous avez du 40 en stock, vous avez du 42 en stock et ce client-là, il lui faudra du 41 et malheureusement, vous avez vendu la dernière paire il y a 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites d'aller dans le magasin d'à côté qui se situe à 1 km. Sur ce kilomètre-là, il va peut-être se retrouver face au magasin de votre concurrent qui va avoir une paire équivalente en 41 et vous allez rater la vente. L'idée du store to web, c'est vraiment finalement de profiter de ce moment de présence du client pour le transformer, lui faire un achat et où là on va plutôt passer par des solutions e-commerce en magasin et puis après on a parlé de tout ce qui est déjà smart checkout où là on va encaisser en mobilité ou tout ce qui est queue boosting où là l'idée c'est de supprimer le passage en caisse. Donc ça fonctionne, ça coûte combien pour un retailer qui veut mettre ça en place? Alors nous, on a une approche sur la facturation et un business model qui est uniquement orienté au succès. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu le disais Marc en introduction, notre vocation, c'est de vous aider à encaisser mieux et donc à encaisser plus.
Si ça ne vous permet pas de générer des ventes, il y a quelqu'un aussi ce matin qui parlait de ROI. L'enjeu, il est que ça génère du ROI, que ça génère du trafic additionnel et surtout de la transformation additionnelle au niveau de votre point de vente pour augmenter votre chiffre d'affaires, ni plus ni moins. Donc on a un business model qui est complètement lié à ça. Donc tu es payé au avec un pourcentage, risque très faible. tu es payé au pourcentage du chiffre d'affaires que tu permets de réaliser. Tout à fait. Un très D'accord. faible pourcentage. René Prévost, c'est bien ça. Toutes ces entreprises qui proposent, ça peut coûter très cher à l'enseigne aussi. C'est pas dangereux, non? Tu es prêt à jouer le risque, à prendre le risque? Vous savez, tout outil est comme une machine. Quand on l'achète, on espère qu'elle va fonctionner. Et si on regarde que les coûts, on ne fait rien. On ne fait rien. Donc, bien entendu, en tant que patron d'enseigne, j'ai des business plans à réaliser. Et dedans, je vous l'ai dit, 80% de notre budget de communication, vous avez vu la pub, elle est pour la fidélisation client, pour faire passer nos messages, l'ADN de la marque envers le consommateur. 20% du budget est pour la captation de nouveaux clients, pour la connaissance des clients en général. On s'y tient. Oui, on a beaucoup de nouveaux clients, mais notre mode de calcul, c'est de savoir le nombre de clients entrants et le nombre de clients qui s'évadent pour des raisons diverses. 2 grands moments de fidélisation pour le consommateur quand il vient dans n'importe quelle enseigne. C'est à l'entrée, quand il téléphone, et au moment du paiement. Et souvent, la désillusion se fait au moment du paiement. Regardez, je voudrais prendre un exemple de ce que je suis encore de dire. On va tous repartir en stop. On a tous à peu près les mêmes chances d'être pris ou de pas pris. Par contre, si un de nous sort avec une hache à la main, je pense que celui-là, il a moins de chances que les autres. Combien de fois vous êtes rentré dans un commerce où vous disiez le bonjour, personne ne vous répond. Vous dites, t'as pas entendu, vous dites bonjour, personne ne vous répond encore. Là, on est dans la destruction de consommateurs et quels que soient les outils qu'on mettra pour promouvoir, ils ne seront pas efficients. Et pour qu'ils soient efficients et qu'ils aient leur rentabilité, il faut en amont travailler sur l'empathie dans le point de vente et après mettre les nouveaux métiers, s'entourer des meilleures compétences. Je n'ai aucune compétence dans les nouveaux systèmes qui sont mis à disposition des réseaux, mais quand on est bien entouré, on est bien conseillé, on peut très rapidement en faire une arme redoutable. Christophe et ensuite Raphaël Brival. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire ça fait des années que je vends du logiciel et j'ai prouvé des ROI en 6 mois, en 3 mois, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a que le logiciel c'est l'outil qui permet d'eux, mais c'est aussi qu'il y a une démarche en général qui se met en place derrière ça. Il y a des créatifs, il y a des gens qui mettent de l'énergie, il y a des process et c'est ça qui est clé dans ce genre de stratégie. Alors une autre innovation, c'est SciPlay avec Raphaël Brival. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors 2 mots sur SciPlay. Oui, alors pour la présentation SciPlay, nous on édite une solution de tablette vendeur en magasin. Donc une solution SaaS native qu'on va développer sur plusieurs devices, donc des smartphones, des tablettes, des phablettes, etc. C'est un véritable outil d'aide à la vente en fait qui va permettre, qui aura 2 gros objectifs pour le vendeur. Donc premièrement d'augmenter sa productivité, en streamlinant un petit peu ses process, en améliorant ses processus métiers et en faisant en sorte qu'il soit plus efficace. Et le deuxième objectif qui rejoint un petit peu le sujet de cet atelier, augmenter les ventes, comment en améliorant en fait l'expérience client et en prodiguant un conseil plus entre guillemets au client en magasin. Donc c'est une solution pour les tablettes. Mais les tablettes, c'est quelle marque qu'il faut utiliser? Alors en fait, c'est donc la solution développée sous Android, iOS ou Windows. Donc ça peut être des tablettes de toute marque. Donc soit des iPads, etc. ou alors des tablettes Samsung, HTC, etc. On est un peu agnostique sur ça. D'accord. Donc, tu en utilises chez Speedy? Tes vendeurs, ils ont des tablettes ou le métier n'est pas adapté? On l'utilise à double échéance pour connaître le client, mais faut-il encore avoir un dialogue des yeux dans les yeux? Il ne faut pas lire ta tablette, ça ne sert à rien. On fait une rupture de consommateur. Et j'ai une autre tablette pour dialoguer avec le véhicule. Donc c'est une double tablette. Raphaël, c'est vrai, quand on a sa tablette, on ne regarde plus le client. Alors comment vous résolvez cette équation? Tout à fait, et je rejoins du coup donc, ce qui était dit juste avant par René et Christophe. En fait, il faut penser toujours, ce qu'on dit aux clients, c'est toujours penser usage. Oui, une tablette c'est bien, oui, ça va faire beaucoup de choses, mais il faut toujours penser à l'usage, à la fonctionnalité, à comment ça va s'insérer dans le parcours du vendeur aussi, dans ses habitudes. Donc c'est pas le tout d'avoir une tablette, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de robotique où le vendeur, ça a déjà été le cas dans des expériences précédentes. Le vendeur a sa tablette en face de lui, il fait les choses machinalement et ça c'est pas du tout bien. Donc vous conseillez vos clients à
à ce qu'ils forment leurs vendeurs à ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, on a des ateliers un petit peu terrain, on essaye de faire en sorte que la solution s'adapte au vendeur, à ses habitudes, à ses besoins, pour que voilà, ça, au plus vite, il voit la plus-value et il voit comment ça s'adapte dans son discours et qu'il puisse aller plus vite, parce que c'est ça la finalité, qu'il puisse être plus efficace. Renan Olagnier et ensuite Philippe Lurtel. Ouais, enfin, c'est vachement intéressant ces solutions de tablette. Nous, ce qu'on voit chez nos marchands, c'est que cette tablette, en fait, elle permet de réhumaniser la vente. Souvent, le vendeur, pour faire des opérations transactionnelles, que ce soit des opérations de conseil ou des opérations de vente, il doit se rendre dans un point fixe du magasin dans lequel il va avoir un PC, une caisse, pour pouvoir renseigner le client sur une demande un peu particulière. La tablette, elle permet de casser en fait ce côté point fixe d'une part, mais aussi ce côté comptoir où finalement le vendeur il va se retrouver derrière, dans un espace réservé, et le client il va se retrouver devant, dans un espace public. Le consommateur aujourd'hui, il souhaite être accompagné, il souhaite être pris en main. Et recréer cette frontière avec, j'allais dire, l'historique dans le point de vente qu'on connaît tous, en fait c'est désagréable pour le consommateur parce que il est le naïf, il est l'ignorant, et le vendeur il est le sachant. La tablette, elle permet un truc que moi je trouve formidable, c'est qu'elle permet finalement de mettre tout le monde au même niveau, de partager cet écran, de pouvoir le montrer et de dire ah bah tiens regardez, je vais installer ce carburateur sur votre voiture, votre huile de vidange, voilà son process de recyclage. Et du coup, d'un point de vue marketing, d'un point de vue expérience, on parlait d'émotion aussi un petit peu plus tôt ce matin, c'est vachement intéressant parce que ça réhumanise énormément et ça remet vraiment le client au centre du processus et le vendeur dans une démarche d'assistance, de conseil de ce client-là. Raphaël? Je suis totalement d'accord avec Renan, si ce n'est que je dirais que le consommateur n'est pas si ignorant, il est même beaucoup plus informé maintenant. Mais en fait, le fait d'inclure une tablette, ou en tout cas un device mobile dans l'acte d'achat, ça va permettre en fait, oui, de partager, mais de faire en sorte que le vendeur soit plus un simple vendeur, va conseiller son client. Voilà, ils sont un peu des sachants tous les deux, mais ils vont partager un petit peu leurs connaissances et dire voilà, en fonction de votre contexte, de ce que vous savez, voilà ce qui est le mieux pour vous. Alors Philippe, donc c'est un device mobile qui permet de partager de l'information avec les consommateurs. Déjà, cross-canal, pour revenir à quelle stratégie, c'est déjà formons tous nos vendeurs à être au top. Parce qu'en fait, le gros sujet aujourd'hui, c'est que le vendeur, c'est l'ambassadeur. C'est lui qui est la première pierre angulaire de la relation qu'on va avoir avec les clients dans un magasin. Et aujourd'hui, il y a un gros bazar sur ce sujet-là, où il y a une dichotomie en fait, avec cette formation qui n'existe pas dans beaucoup d'endroits. Deuxièmement, pour le device, moi je crois plutôt à cet engin-là qu'une tablette. Vuitton vient d'en distribuer 9000 à tous ses vendeurs dans les boutiques du monde. Et en fait, avec celui-là, on est à armes égales avec le consommateur. Une tablette, souvent, colle un frein parce qu'on a l'impression qu'on fait une enquête et on est moins à l'aise. Là, le vendeur le sort naturellement de sa veste, est à armes égales avec son consommateur. Et là, les discussions s'engagent plus favorablement. Mobile ou tablette, c'est la même chose? Effectivement, en fait, le choix du device est primordial et encore une fois, il faut vraiment que ça s'adapte en fait au contexte du client. D'accord. En fait, si on est dans un contexte où on a besoin de montrer beaucoup de choses, peut-être qu'un écran un peu plus grand va être voilà. Alors, je continue ce petit tour d'horizon rapidement. Maxence Dissler, improvise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, improvise, qu'est-ce que tu fais? Spécialiste du digital commerce. Donc, c'est tout ce qui va être le mariage des deux. C'est le mariage des deux et c'est surtout comment générer de la vente, de l'aide à la vente et surtout créer de la rentabilité avec un modèle qui permet de faire des ventes sur des produits qui ne sont pas stockés en magasin ou au-delà d'un magasin, sur un club de golf, un terrain de foot, etc. On a aussi des modèles où c'est intéressant d'aller créer un point de vente éphémère, aller chercher sa cible au-delà du point de vente. Donc le digital commerce, c'est vraiment révolutionner le modèle économique, le business plan d'un point de vente en intégrant non seulement effectivement l'aide à la vente, mais surtout non pas augmenter les ventes, mais ne pas perdre des ventes. La vente hors stock, le produit qui est plus dans la bonne taille, qui n'est pas dans la bonne couleur, le magasin de jouets en fin d'année qui est en rupture de stock, ça c'est des choses qu'un vendeur, aussi formé soit-il, ne pourra jamais combattre s'il n'a pas les bons outils, le bon process et la bonne méthodologie de magasin. Et évidemment, par contre, je rejoins Philippe à 100%. Derrière, c'est pas parce qu'on a des bons outils qu'on va avoir des bons magasins rentables. Il faut aussi évidemment avoir des vendeurs qui soient impliqués, formés, etc. Donc Improvise, on est vraiment pionnier et très spécialisé de ces modèles de vente un petit peu qu'on peut retrouver comme dans des undies machines qui génèrent de la rentabilité de manière un peu différente. Alors concrètement, ça se passe comment? Concrètement, ça va Donne-nous des exemples.
Alors concrètement, de manière toute simple, c'est des magasins qui vont être sur des surfaces beaucoup plus contraintes, donc soit plus petits, soit plus optimisés, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la profondeur de stock et sur la logistique de manière à approvisionner mieux le magasin et mettre le fond de gamme soit dans une réserve locale, soit dans une réserve distante. Et on va faire la vente au travers d'un média digital, quel qu'il soit, que ce soit mobile, tablette ou écran. Là, ce qui est important, c'est le confort du client et du vendeur. Et cette vente-là, on va permettre au client de la lui livrer directement chez lui ou dans les 2 minutes qui suivent, si on a le produit dans la réserve locale. Ce que Undies aujourd'hui fait, mais aussi Tape à l'œil, par exemple. Ils sont capables, dans ce type de magasin, d'accueillir des clients dans des surfaces de 45 mètres carrés. C'est 3 fois plus petit qu'un magasin classique. Donc déjà, on gagne plusieurs centaines de milliers d'euros sur des business plans de magasins sur 5 ans, sur le pas de porte et le loyer. Mais aussi, on va être capable de proposer la totalité de la gamme via des écrans, et c'est livré dans des capsules qui sont aéropropulsées devant le client. Voilà. Donc ça va pas vraiment marcher pour Speedy. Plutôt. Alors, oui ou non? Effectivement, non, c'est des systèmes qui vont bien se prêter dans le prêt-à-porter, où on peut avoir des réserves locales, mais on a par exemple Darty, etc., ont des systèmes aussi d'entrepôts locaux qui fonctionnent très bien. Donc c'est une réflexion sur la logistique qu'il faut avoir. Mais quand on en a la capacité, là, on met 60% de la gamme sur une réserve, soit en cave, soit à l'étage, donc sur des systèmes de loyer qui sont bien inférieurs par rapport à de la surface commerciale, ce qui permet d'avoir des meilleurs emplacements, et ce sont des gestionnaires de stock qui vont préparer les commandes et les approvisionner en réserve, avec une expérience client qui est tout à fait tolérable, et c'est des modèles de magasins qui crachent une rentabilité qui est réelle et qui est vraiment prouvée et qui est là. Philippe, petit mot de commentaire sur ces innovations, SciPlay, Improvise. Non, mais je les connais à peu près tous. Tout le monde est très complémentaire. Il faut juste maintenant que tout soit fait avec finesse. Parce que ce consommateur, dès qu'il voit un écran de plus, une démarche de plus, une diversité supplémentaire, mais sans qu'il y ait une cohérence, parce qu'en fait, si c'est pas fluide, il arrête tout, il s'en va. Ou alors il est frustré, ou il est dans un blocage. Donc l'enjeu pour nous tous, vous qui êtes vendeurs de solutions intelligentes, puisque je vous connais tous, vous êtes tous des mecs bien, il faut que tout le monde soit fluide. Il faut que vous vous parliez ensemble aussi. Et parce qu'il n'y a pas de concurrence, chacun fait un business un peu différent. Mais il faut qu'on crée un tube où il faut arrêter de tomber sur des étapes qui embêtent tout le monde, y compris le consommateur. Moi, dès que ça ne va pas, j'arrête, je m'en vais. Christophe? Ouais, je crois qu'il y a un maître mot autour de tout ça, c'est centralisation. C'est centraliser ce qu'on cherche à faire en termes d'expérience client, quelle valeur on veut partager avec le client, centraliser cette connaissance client dont on a parlé toute la matinée, centraliser les éléments qui retranscrivent donc ces valeurs opérationnellement et les rendre accessibles, désiloter derrière après les canaux derrière ça. Et c'est effectivement la première place pour faire une stratégie cross-canal, c'est de poser une stratégie. Allez, on conclut. Juste, en effet, moi, quand je suis dans un magasin et qu'on sait m'accompagner pour me montrer comment va être le produit, peut-être même avec une vidéo, qu'on va être capable de m'apporter des informations que n'avait pas forcément le vendeur, mais dont il a accès quand même grâce à la tablette, qu'on est capable de m'encaisser sans que j'ai besoin d'aller faire la queue quelque part, ou en tout cas me déplacer. Donc cette espèce de continuité dans l'accompagnement du consommateur en magasin, là, en effet, on change la relation client dans le magasin, et c'est très, très pertinent, je pense. Alors, comment choisir? Désolé, vas-y, tu dis un dernier mot, Renan. Non, je voulais juste réinsister sur un point clé qui est effectivement la fluidification des parcours. C'est vrai que historiquement, le magasin et la partie e-commerce, c'est 2 silos qui ne se parlaient pas, qui étaient en concurrence. L'important, c'est vraiment la fluidification, c'est ce qu'attend le consommateur, la fluidification de son parcours. Et après, à nous de vous aider, à vos retailers d'y réfléchir. Mais c'est extrêmement important à garder en tête ce mot-clé fluidification.